Salut à tous! Quelque chose d'extraordinaire s'est produit au sein du régime iranien cette semaine, pas sur le champ de bataille, pas dans une salle de négociation, quelque chose qui va beaucoup plus loin que les missiles, les sanctions ou les négociations de cessez-le-feu. Le propre président de l'Iran a appris dans les médias que sa propre armée venait d'attaquer un autre pays. Il faut prendre un instant pour mesurer cela. Le chef de l'État de la République islamique d'Iran a appris qu'une importante frappe de missiles et de drones avait visé les Émirats arabes unis de la même façon que des millions de citoyens ordinaires, après coup par des reportages, sans information préalable et sans approbation préalable. Et lorsqu'il l'a appris, il n'a pas seulement été surpris selon les révélations exclusives d'Iran International. Il était furieux. Ce moment, discret, humiliant et profondément alarmant, est le signal le plus clair, jusqu'ici, que le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, ne mène plus la guerre de quelqu'un d'autre. Il mène sa propre guerre. Et en ce moment, il pourrait entraîner toute la République islamique dans un abîme dont aucun négociateur, aucun diplomate et aucun accord de cessez-le-feu ne pourront la sortir. C'est l'histoire d'un régime qui se défait en temps réel, d'une confrontation militaire qui s'intensifie dans la voie maritime la plus stratégique au monde, et d'une série de décisions prises en ce moment même à Washington, à Tel Aviv et à Téhéran, qui détermineront si les prochaines semaines se termineront par un accord ou par la destruction. Les détails sont stupéfiants. Le lundi 4 mai 2026, le corps des gardiens de la révolution islamique a lancé une salve coordonnée de missiles et de drones contre les Émirats arabes unis. Des installations près de Fujairah ont été touchées. Un site énergétique a subi d'importants dommages. Plusieurs personnes ont été blessées. Cela s'est produit pendant que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, se trouvait au Pakistan pour mener de délicates négociations diplomatiques visant à désamorcer le conflit plus large avec les États-Unis. Cela s'est produit pendant que le président iranien appelait publiquement la diplomatie, et cela s'est produit selon des sources d'Iran International proches des délibérations à Téhéran, sans que le gouvernement civil en soit informé. Le président iranien Massoud Pezeshkian a décrit ces frappes comme totalement irresponsables et menées à son insu sans coordination avec lui. L'approche du CGRI, qui consiste à provoquer une escalade avec les voisins du golfe de l'Iran, relevait selon lui de la folie pure et simple. Il a mis en garde contre des conséquences potentiellement irréversibles, puis, de manière cruciale, a demandé une réunion d'urgence avec le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, afin d'exiger l'arrêt immédiat des attaques du CGRI. C'est là que les choses deviennent encore plus révélatrices. Il ne s'agit pas d'un incident isolé, c'est un schéma. Selon les informations d'Iran International et de plusieurs sources, suivant les dynamiques internes du régime, le président Pezeshkian est de plus en plus marginalisé par le commandant du CGRI, Ahmad Vahidi, et par son entourage. Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, a géré désormais non pas comme représentant du gouvernement civil, mais comme un subordonné de fait de Vahidi, menant les négociations selon les directives du commandant du CGRI plutôt que selon la politique du président. Pezeshkian aurait confié à des proches qu'il était prêt à limoger Araghchi si la situation se poursuivait. La situation, comme l'a formulé Iran International, représente une montée sans précédent des tensions entre la direction élue de l'Iran et son commandement militaire. Et ce n'est même pas la première fois que le monde voit une fissure dans la façade du régime ces dernières semaines. Environ une semaine après le début de cette guerre, au début de mars, le président iranien est même apparu dans une vidéo pour présenter ses excuses aux voisins du Golfe. Le président en exercice de l'Iran reconnaissait publiquement, devant la caméra, que ce que le régime faisait à ses voisins était mauvais, qu'il savait que c'était mauvais, et qu'il ne voyait aucun autre moyen pour le régime de survivre que de mener ce qu'il reconnaissait implicitement comme des attaques terroristes. Ces excuses sont documentées, elles existent, on peut les retrouver. Le CGRI a ensuite exercé une pression énorme sur lui et il les a retirées, mais l'enregistrement ne ment pas. Le président de la République islamique s'est excusé pour le comportement de sa propre armée, puis il a été forcé de faire marche arrière. Cela dit tout sur l'endroit où se trouve réellement le pouvoir dans ce régime. Le schéma est désormais impossible à manquer. Le cabinet d'analyse Critical Threats
dans son rapport spécial du soir du 5 mai, a décrit précisément ce qui est en train de se produire. Le commandant du CGRI, le major général Ahmad Vahidi, a effectivement marginalisé les pragmatiques au sein du système iranien, notamment le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, qui défendait une posture de négociation plus flexible. Vahidi et son cercle rapproché ont, selon Critical Threats, accepté le risque d'une nouvelle guerre totale avec les États-Unis et Israël afin d'empêcher tout accord susceptible de limiter la liberté opérationnelle du CGRI. Voilà la véritable bataille qui se joue en Iran en ce moment, non pas contre les États-Unis, non pas contre Israël, mais à l'intérieur même du bâtiment, entre le président et le général. Et cette lutte de pouvoir interne a des conséquences directes et immédiates sur la question de savoir si ce conflit prendra fin ou explosera. Pendant ce temps, dans le détroit d'Ormuz, les États-Unis ont lancé quelque chose d'extraordinaire. Le dimanche 3 mai, le président Trump a annoncé ce qu'il a appelé l'opération Project Freedom, une opération militaire destinée à guider en toute sécurité les navires commerciaux à travers le détroit que l'Iran maintient essentiellement fermé depuis la fin de février. Dans la machine à slogan de l'ère Trump, même une mission d'escorte navale doit avoir l'air d'avoir été dévoilée entre des feux d'artifice, une musique de campagne et un argumentaire de vente. L'ampleur de la force américaine engagée dans cette opération est stupéfiante. Selon le commandant du commandement central des États-Unis, l'amiral Brad Cooper, qui s'est adressé directement aux journalistes le 4 mai, les moyens déployés comprennent des destroyers, plus de 100 aéronefs basés à terre et en mer, plusieurs groupes aéronavals et une unité expéditionnaire des marines. La composante complète des avions à voilure fixe comprend des ADIX, des F-15, des F-6, des F, ADX-8 Hornet, des F-35 et des EA-1-8G Growler de guerre électronique. Sous la surface, des sous-marins. Au-dessus, des hélicoptères et des drones de surveillance. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a décrit les États-Unis comme ayant établi un puissant dôme rouge, blanc et bleu au-dessus du détroit, une surveillance 24 heures sur 24, des centaines de moyens engagés et 15 000 militaires affectés à l'opération. Parce que, apparemment, la seule chose plus puissante qu'une défense aérienne, c'est une défense aérienne enveloppée dans un éclairage patriotique de scène. Le premier grand test de Project Freedom est arrivé rapidement. 2 destroyers lance-missiles de la marine américaine, l'USS Truxtun et l'USS Mason, ont traversé le détroit d'Ormuz lundi, sous ce que des responsables ont décrit à CBS News comme un barrage soutenu et coordonné. L'Iran a lancé de petites embarcations, des missiles de croisière et des drones de combat. Aucun des 2 destroyers n'a été touché. Selon l'amiral Cooper, qui a confirmé les détails lors d'une conférence de presse lundi, des hélicoptères d'attaque Apache 64 et des hélicoptères Seahawk MH-60 de la marine ont utilisé des missiles Hellfire pour éliminer 6 petites embarcations iraniennes qui menaçaient les navires commerciaux dans la zone. Chaque missile lancé par l'Iran contre les navires de la marine américaine a été intercepté et détruit. Chaque drone envoyé par l'Iran contre les navires commerciaux a été abattu. 2 navires marchands battant pavillon américain ont effectué une traversée complète du détroit et, comme l'a confirmé le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, poursuivent désormais leur route en sécurité vers leur destination. Maersk, le géant danois du transport maritime et l'une des plus grandes compagnies de porte-conteneurs au monde, a confirmé dans un communiqué que l'un des navires de sa filiale avait traversé le détroit d'Ormuz sous escorte militaire américaine, sans incident. C'est la première traversée commerciale réussie depuis des semaines. Le président Trump lui-même a confirmé les grandes lignes de ce qui s'est passé sur son compte Truth Social. Sa version était que l'Iran avait tiré quelques coups contre des nations non impliquées dans le cadre du mouvement maritime de Project Freedom, notamment contre un cargo sud-coréen. Il a suggéré qu'il était peu et temps que la Corée du Sud vienne se joindre à la mission. Il a également déclaré que les États-Unis avaient abattu 7 petites embarcations, ou, comme il les a appelées, des bateaux rapides, en affirmant que c'était tout ce qu'il restait à l'Iran. Le message avait le rythme familier de Trump, moitié compte rendu militaire, moitié invitation publique, moitié tour d'honneur, avant même que la poussière ne soit retombée.
La Corée du Sud a confirmé mardi à CNN qu'elle évaluait la possibilité de se joindre à l'effort. Des responsables examinent la proposition américaine concernant le détroit d'Ormuz en fonction du principe de la posture de préparation militaire dans la péninsule coréenne et des lois nationales. Séoul a également indiqué avoir communiqué étroitement avec Washington sur l'utilisation sécuritaire des voies maritimes essentielles. C'est important parce que chaque pays qui se joint à Project Freedom renforce la crédibilité de l'opération et augmente le coût politique pour l'Iran de la poursuite de sa campagne d'interdiction maritime. Mais il y a quelque chose dans la présentation de Trump qui mérite d'être examiné attentivement. Bien qu'il ait décrit les événements en termes relativement mesurés sur les réseaux sociaux, il a soigneusement évité toute mention de l'attaque iranienne contre les Émirats arabes unis. CNN et plusieurs autres médias ont relevé cette omission délibérée. Chez Trump, le silence autour des Émirats arabes unis n'était pas une pause. C'était ce type de contrôle sélectif du volume que sa machine politique a transformé en art. Lundi soir, lors d'un appel téléphonique avec Jonathan Karl d'ABC au sujet des frappes de drones et de missiles contre les Émirats arabes unis, Trump a présenté les dégâts comme limités. Selon lui, la plupart des frappes avaient été abattues. Une seule était passée, mais les dommages n'étaient pas énormes. Il n'a pas nommé les Émirats arabes unis comme victimes, il n'a pas abordé les implications pour le cessez-le-feu. C'était de la gestion de crise par minimisation, réduire le rayon de l'explosion par les mots, puis laisser les aéronefs parler plus fort. La lecture des analystes qui suivent la situation de près est que l'administration évite consciemment tout langage d'escalade tout en déplaçant une quantité énorme de matériel militaire en position. Cela compte. Car pendant que Trump minimisait publiquement les choses, quelque chose d'extraordinaire se produisait dans le ciel au-dessus des Émirats arabes unis et dans les bases régionales américaines. Environ 40 avions ravitailleurs ont été observés quittant des installations basées en Israël lundi. Mardi matin, 6 autres avaient décollé dans les 30 premières minutes seulement. Un tel volume d'activité de ravitailleurs n'est pas de la maintenance de routine. Ce n'est pas un exercice d'entraînement. C'est le type de prépositionnement logistique qui se produit lorsqu'une opération offensive ou défensive importante est soit en planification active, soit en préparation pour une exécution à court préavis. Des médias israéliens, citant 3 sources informées, ont rapporté que les États-Unis et Israël menaient ce qu'ils décrivaient comme des consultations fébriles sur la manière de répondre à l'attaque contre les Émirats arabes unis. Les options envisagées selon des sources d'Israël Hayom incluent des frappes ciblées contre les lanceurs de missiles du CGRI qui menacent le détroit, ainsi qu'une frappe parallèle contre une installation énergétique iranienne en représailles directes à l'attaque de Fujairah. Et comme si cela ne suffisait pas, des explosions ont également été signalées le long de la côte sud de l'Iran, plus précisément dans les secteurs portuaires de l'île de Keshem et de Bandar Abbas, les mêmes ports situés directement à proximité du détroit d'Ormuz et du golfe d'Oman. Le canal Telegram d'un journaliste iranien bien connu qui agrège des informations provenant de sources à l'intérieur du pays, sachant qu'environ 99% des Iraniens n'ont pas accès à un Internet ouvert, recevaient des dépêches vers 4 heures du matin, heure iranienne. La séquence a été rapide. Une explosion a été rapportée dans la province d'Hormozgan, puis 2 autres à Keshem, puis à Bandar Abbas, puis plusieurs explosions supplémentaires en l'espace de 3 minutes, se propageant à travers les îles et les installations portuaires que l'Iran utilise comme zone de déploiement naval du CGRI. Au moment de cet enregistrement, aucune confirmation officielle n'a été donnée sur la cause de ces explosions. Mais leur emplacement, leur synchronisation et l'ampleur de l'activité militaire américaine dans la même fenêtre en font un développement qui doit être suivi de près. Les Émirats arabes unis ont eux-mêmes répondu à cette nouvelle vague d'attaques iraniennes en annonçant que toutes les écoles, garderies et universités passeraient à l'enseignement à distance du 5 au 8 mai. Cette décision, comme l'a noté CNN, doit être réévaluée vendredi. Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a confirmé dans un communiqué que ces systèmes de défense aérienne avaient été engagés contre des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones iraniens entrants, et que les sons entendus dans plusieurs régions du pays étaient le résultat d'interceptions.
Plusieurs sources de médias du Golfe ont confirmé que les défenses aériennes émiraties avaient été mises à l'épreuve d'une manière qui n'avait pas été observée depuis les premières semaines du conflit. Le Qatar, de son côté, a publié une condamnation ferme. Le Qatar, qui accueille une importante base aérienne américaine, a qualifié les attaques iraniennes contre les infrastructures civiles émiraties d'extrêmement graves et a appelé l'Iran à cesser immédiatement ses frappes. Il y a quelque chose d'important à comprendre au sujet du cessez-le-feu et de la façon dont Washington interprète actuellement ces événements. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth et le président du comité des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, ont tous les mêmes attaques qui ont mené à la destruction de bateaux rapides iraniens, porté un coup à Fujairah et envoyé des ondes de choc à travers le Golfe, ne constituaient pas, selon l'évaluation de l'administration, une violation formelle du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Le général Kane est même allé jusqu'à décrire la région, ce jour-là, comme plus calme qu'auparavant. C'est un choix de mots délibéré. L'administration maintient le cadre du cessez-le-feu intact, du moins sur papier, tout en signalant, par le volume même des moyens militaires qui affluent dans la région, que sa patience n'est pas infinie. C'est la version du calme dans l'univers Trump. Le cessez-le-feu survit dans la phrase pendant que le matériel militaire bouge dans le ciel. Le CGRI, de son côté, lit la situation très différemment. Dans une déclaration directe, après le lancement de Project Freedom, le CGRI a lancé un avertissement à tous les navires tentant de traverser le détroit. Sa position était que la seule route sûre pour traverser le détroit d'Ormuz est le couloir annoncé précédemment par l'Iran, et que tout écart des navires vers d'autres routes est dangereux et fera face à une action décisive de la marine du CGRI. Séparément, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré le 5 mai que la nouvelle équation du détroit d'Ormuz était en train de se solidifier. Le général de brigade Yadollah Javani, adjoint politique du CGRI, a déclaré que la nouvelle gestion iranienne du détroit deviendrait le fondement de l'ordre mondial et international. Ce langage ne relève pas de la posture diplomatique. C'est une revendication structurelle. L'Iran tente de codifier sa souveraineté sur une voie maritime internationale comme un nouveau fait géopolitique et les États-Unis mènent des opérations militaires en direct pour empêcher exactement cela. La dimension politique à Washington dans toute cette affaire est tout aussi importante et elle évolue rapidement. Le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud est allé lundi soir à l'émission Hannity de Fox News Channel et a proposé ce qu'il a décrit comme une solution du deuxième amendement pour le peuple iranien. Dans l'écosystème médiatique pro-Trump, presque chaque crise étrangère finit par découvrir qu'elle attendait en fait un slogan de guerre culturelle américain. L'idée était explicite. S'il était le président Trump et Israël, il armerait massivement le peuple iranien afin qu'il puisse descendre dans la rue armée et renverser le cours de la bataille à l'intérieur de l'Iran. Son argument était qu'il ne serait pas nécessaire d'avoir des soldats américains au sol, parce qu'il y avait déjà des millions de personnes sur le terrain en Iran. Le problème, dans sa lecture, était simplement qu'elles n'avaient pas d'armes. Il voulait que ces armes leur soient fournies afin qu'elles puissent se soulever et détruire le régime. C'était une théorie de changement de régime comprimée en formules de télévision câblée, ce qui est pratique parce que les formules n'ont jamais à expliquer les itinéraires de livraison. Graham a formulé l'idée en termes explicitement historiques, établissant un parallèle entre une population armée résistant à un régime militaire théocratique et la génération fondatrice américaine résistant à la domination britannique. Il est allé plus loin, appuyant ouvertement l'idée de donner des armes au peuple iranien comme solution du deuxième amendement pour rendre la vie impossible aux gardiens de la révolution. Son point était qu'être bombardé par l'Amérique est une chose, mais voir ses propres voisins riposter parce qu'ils sont fatigués d'être massacrés en est une autre. Lorsque la question a été soulevée qu'une tentative précédente de faire passer des armes par des intermédiaires kurdes aurait mal tourné, avec des allégations selon lesquelles les Kurdes auraient détourné jusqu'à 90% des armes pour eux-mêmes, la réponse de Graham a été directe. La solution, selon lui, n'était pas de travailler avec les Kurdes, mais avec quelqu'un d'autre. Et s'il pouvait prouver que les Kurdes avaient volé les armes, alors les Kurdes le regretteraient. Voilà ce qui tient lieu de supervision des achats dans cette rhétorique.
Si un raccourci échoue, il suffit d'annoncer un autre raccourci avec plus d'assurance. Il s'agit d'un sénateur des États-Unis qui plaide ouvertement pour un programme clandestin d'armement des civils iraniens et pour l'escalade des troubles internes à l'intérieur de la République islamique. Le président Trump a ensuite été interrogé sur ce même sujet dans sa propre entrevue et sa réponse a été nettement plus ambiguë et plus révélatrice. Trump a confirmé, ou du moins affirmé, que des armes avaient déjà été envoyées aux manifestants iraniens par l'intermédiaire des Kurdes. Il a également reconnu, apparemment sans grande frustration, qu'il croyait que les Kurdes avaient pris les armes. Il a exprimé son appui à l'objectif d'une population iranienne armée, tout en reconnaissant simultanément le coût humain profond, citant des informations selon lesquelles 42 000 Iraniens auraient été tués au cours des 2 premières semaines du conflit. C'est seulement dans ce style de politique qu'un canal d'armement raté peut être décrit presque comme une livraison égarée, pendant que la catastrophe humaine reste à attendre derrière la chute. Son argument était que si le peuple iranien avait des armes, il se battrait. Il s'est dit convaincu de cela. À ses yeux, une population désarmée ne peut pas tenir face à des gens armés d'AK-47, même si cette population compte 250 000 personnes. Il a ajouté que les combattants du CGRI ont été affaiblis et que beaucoup d'entre eux ne veulent plus se battre parce que, d'après ce qu'il entend, ils sont plus payés. C'est une déclaration du président des États-Unis laissant entendre, sur la base du renseignement, que les rangs du CGRI sont en train de perdre leur ancrage financier et idéologique. Cela compte énormément en ce moment, parce que cela renvoie directement à la fracture centrale à l'intérieur du régime iranien, celle qui s'est ouverte avec la fureur de Pezeshkian au sujet des frappes contre les Émirats arabes unis. Le CGRI a besoin d'argent pour payer ses combattants, il a besoin du détroit d'Ormuz comme levier, il a besoin que les revenus pétroliers de l'Iran continuent de circuler, au moins en partie, pour maintenir la loyauté de l'appareil qui garde le régime en vie. Mais le blocus américain coupe ses revenus. L'opération Project Freedom remet directement en cause la capacité du CGRI à utiliser le détroit comme une arme. Et comme Trump lui-même l'a laissé entendre, les combattants qui appliquent la volonté du CGRI sur le terrain commencent à ressentir personnellement la pression financière. Ce n'est pas théorique, c'est la vulnérabilité structurelle du régime rendu opérationnel. Les lignes rouges déclarées de l'administration Trump pour un accord sont devenues plus claires. Dans une entrevue cette semaine, on a demandé directement au président si l'Iran devait renoncer à son uranium hautement enrichi comme condition à tout accord. Sa réponse a été sans ambiguïté, oui. Avec Trump, même la diplomatie nucléaire arrive souvent dans l'emballage d'une réponse simple, comme si la complexité allait gentiment se ranger derrière le slogan. Il a ensuite exprimé sa confiance dans le fait que les installations d'enrichissement de l'Iran avaient été si complètement détruites lors de la campagne de février-mars que la récupération de l'uranium hautement enrichi pourrait même ne pas être physiquement possible en quantité significative. Sa description était que chaque bombe était descendue dans ses puits d'aération. Il a qualifié l'opération de manœuvre militaire la plus incroyable qu'il ait jamais vue et a souligné que la Commission de l'énergie atomique était d'accord avec sa caractérisation du matériau comme essentiellement inutilisable, mais il a également clairement indiqué qu'il aimerait tout de même le récupérer afin que l'Iran ne puisse pas être tenté. La fanfaronnade est venue d'abord, la vérification ensuite, et la politique a été invitée à se tenir quelque part entre les deux. Concernant le programme de missiles de l'Iran, Trump a confirmé que tout accord devait inclure un plafond sur la production de missiles. Il l'a formulé avec prudence, reconnaissant la sensibilité, pour l'Iran, de comparer ses capacités à celles des États voisins. Mais sa conclusion était claire. L'Iran doit bel et bien plafonner ce programme, parce que la question centrale est que l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Voilà la ligne rouge déclarée par les Américains. Pas d'armes nucléaires, uranium hautement enrichi hors des mains de l'Iran, programme de missiles plafonné et détroit d'Ormuz ouvert. La position de l'Iran, telle qu'elle a été énoncée publiquement par le ministre des Affaires étrangères Araghchi, dans un message publié sur X depuis le Pakistan, est que toute négociation sur une réouverture complète du détroit exige d'abord que les États-Unis lèvent leur blocus naval des ports iraniens. Son cadrage était que les événements à Ormuz montrent qu'il n'existe pas de solution militaire à une crise politique
Alors que les pourparlers progressent grâce aux efforts du Pakistan, a-t-il soutenu, les États-Unis devraient se méfier de ceux qui veulent les entraîner de nouveau dans un bourbier, et les Émirats arabes unis devraient en faire autant. Selon ces mots, Project Freedom est un projet d'impasse. Cette position venue de Téhéran, un canal diplomatique par le Pakistan, une croyance affichée dans les négociations, est simultanément le CGRI qui lance des frappes contre les Émirats arabes unis sans en informer le président et résume parfaitement la réalité divisée de la République islamique. En ce moment, il y a deux Irans. L'un tente de négocier sa sortie d'une catastrophe économique et militaire, l'autre cherche activement à faire en sorte qu'aucun accord ne soit jamais conclu. Le prix de l'essence aux États-Unis a grimpé à une moyenne nationale de 4,48 $ le gallon, selon les données de AAA rapportées cette semaine, le niveau le plus élevé en près de 4 ans. Cela est directement attribuable à la fermeture d'Ormuz. Le marché mondial de l'énergie souffre. Le sénateur Graham l'a reconnu à Hannity avec une formule qui résume la logique politique brute derrière l'urgence ressentie à Washington pour les citoyens américains. Son argument était que les prix de l'essence sont élevés et que les Américains souffrent maintenant, mais que face à ce qu'il a appelé des voyous comme l'Iran, le choix est de payer maintenant ou de payer davantage plus tard. Voilà le serment d'austérité pro-Trump en miniature. La douleur à la pompe devient patriotique quand l'élément de langage en a besoin. C'est le cadrage politique que l'administration et ses alliés au Congrès utilisent pour justifier le maintien de la pression militaire. Payer maintenant ou payer davantage plus tard. Puis, tard mardi soir, un autre développement est arrivé. Le président Trump a suspendu les opérations d'escorte active de Project Freedom, invoquant ce qu'il a appelé de grands progrès dans les négociations avec l'Iran. Selon les mises à jour en direct de CBS News et de Fox News, il a mis l'opération maritime sur pause, tout en maintenant pleinement en vigueur le blocus naval américain des ports iraniens. Autrement dit, le frein a été effleuré d'une main pendant que le blocus restait fermement serré de l'autre. La Maison-Blanche a envoyé des signaux selon lesquels les pourparlers menés par l'intermédiaire du Pakistan gagnaient du terrain, mais plusieurs responsables ont averti que les contours d'un accord n'étaient pas encore établis. Un article d'Axios citant un haut responsable américain a résumé les enjeux avec une franchise brutale. Soit les vrais contours d'un accord réalisable émergeraient bientôt, soit Trump allait les bombarder à fond. Voilà la diplomatie dans le registre Trump. Une phrase pour les négociateurs, une phrase pour les portes blindées. C'est le point de décision. Le président français Emmanuel Macron a appelé Pezeshkian et lui a dit directement que les attaques contre les infrastructures civiles émiraties étaient injustifiées. La France a condamné les frappes et a appelé les deux parties à lever immédiatement leurs blocus respectifs sans condition. Macron a également annoncé une initiative de sécurité maritime menée par la France et le Royaume-Uni qui réunirait plus de 40 pays afin d'aider à assurer le libre passage dans le détroit, distinctement des opérations militaires américaines. L'Allemagne a annoncé qu'elle dépêchait un navire dragueur de mines, le Fulda, vers la Méditerranée afin d'être mieux positionné pour se joindre à l'effort lorsque les conditions le permettront. Le Premier ministre Netanyahou, de son côté, a déclaré aux journalistes qu'il parle avec le président Trump presque quotidiennement et qu'il n'y a pas de surprise entre les deux alliés. Son objectif déclaré pour tout accord est sans ambiguïté. Les matières enrichies doivent être retirées de l'Iran. Toutes les matières enrichies et les capacités d'enrichissement de l'Iran doivent être démantelées. Alors, où tout cela nous laisse-t-il ? Le tableau qui se dégage de l'ensemble des reportages, de toutes les déclarations et de tous les mouvements militaires des dernières 72 heures est le suivant. L'Iran est comprimé simultanément de l'extérieur et de l'intérieur. Le CGRI, sous Ahmad Vaidi, tente de consolider son pouvoir en rendant tout accord impossible, en frappant les Émirats arabes unis sans autorisation, en menaçant la navigation commerciale et en formulant des revendications de souveraineté sur une voie maritime internationale. La direction civile sous Pezeshkian tente de sauver une ouverture diplomatique par le Pakistan avant que la fenêtre ne se referme complètement. Les États-Unis mènent une double stratégie, maintenir une pression militaire maximale par le blocus et Project Freedom, tout
en gardant le cessez-le-feu nominalement en vie afin de préserver un espace pour les négociations. Et à Washington, des voix comme celle de Lindsey Graham poussent vers une voie plus radicale, armer les civils iraniens pour accélérer l'effondrement du régime de l'intérieur. Le script officiel dit que la pression et la diplomatie peuvent coexister. La version pro-Trump traite souvent cette coexistence comme une publicité de campagne en écran partagé. Les prochains jours seront décisifs. Le cessez-le-feu ne tient plus qu'à un fil, comme l'a formulé The War Zone dans ses reportages. Project Freedom est suspendu, mais pas annulé. L'attaque contre les Émirats arabes unis a forcé Washington et Tel Aviv à mener des consultations intensives sur une réponse proportionnée. Et la bataille interne au sein de la République islamique entre le président et le général, entre le diplomate et l'opérateur, est maintenant le conflit le plus lourd de conséquences au monde. Pour comprendre pourquoi l'Iran agit ainsi, il faut aussi comprendre comment il en est arrivé là. Pas seulement depuis 1979 et la révolution islamique. L'histoire remonte plus loin, jusqu'à la dynastie Qajar au XIXe siècle, jusqu'aux décisions prises par la classe dirigeante iranienne pendant plus d'un siècle, décisions qui résonnent encore dans chaque calcul stratégique de Téhéran aujourd'hui. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.